Bonjour à tous et bienvenue dans l'anatomie comparée pour les nuls avec des aliens. Alors suite à ma dernière vidéo, j'ai reçu énormément de commentaires de gens cherchant à me convaincre qu'il existait des momies d'aliens ou des cadavres d'aliens qui avaient été découverts et qui étaient très convaincants, en tout cas bien plus convaincants que le cas que j'ai commenté dans ma dernière vidéo, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc il s'agissait d'une momie, en fait de ce que j'interprète comme étant tout simplement un être humain mais qui a été mutilé selon moi. Et ce qui m'a beaucoup énervé au moment où j'ai fait la vidéo, puisque pour moi il s'agissait très probablement d'une véritable momie humaine, donc d'un objet archéologique extrêmement précieux, ou d'un cadavre humain qui avait été pillé dans une tombe, qui donc avait été mutilé pour faire ce pseudo-alien. Donc pour moi c'était un acte qui était vraiment assez répréhensible, qui se devait d'être dénoncé. Donc pour le coup, je vais essayer de faire cette nouvelle vidéo ici plus calme, plus serein, et on va essayer de la mettre sous le signe de l'intégrité intellectuelle, de l'honnêteté intellectuelle même. Donc qu'est-ce que j'appelle honnêteté intellectuelle? Eh bien je vais passer en revue différents cas d'extraterrestres, de soi-disant extraterrestres, qui m'ont été envoyés donc, dans les commentaires de la vidéo précédente, donc c'est-à-dire que les gens m'ont envoyé des réponses, ils m'ont dit « Ah oui, mais si ce cas-là te convainc pas, tiens, regarde ce cas-ci, il est beaucoup plus convaincant. » Donc voilà, on m'en a envoyé des dizaines comme ça. Et je vais vous montrer ces différents extraterrestres, enfin ces différents possibles extraterrestres, et sous la lumière de l'anatomie comparée, eh bien on va essayer de voir si, honnêtement, on peut en conclure qu'il s'agit d'extraterrestres, ou bien s'il ne peut pas s'agir de quelque chose qui existe déjà sur Terre. Si on arrive à les comparer à quelque chose qui existe sur Terre, c'est que, fatalement, ça a quand même plus de chances de venir de la Terre que d'ailleurs. Si ça ressemble pas à un être humain, c'est forcément un extraterrestre. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne l'anatomie comparée. L'anatomie comparée, c'est si ça ressemble pas à un humain, bah, tu vas essayer de comparer ça à d'autres animaux qui vivent sur Terre. Et une fois que tu auras comparé ça à suffisamment d'animaux qui vivent sur Terre pour en conclure qu'il ne s'agit d'aucun de ceux-là, là éventuellement tu pourras commencer à émettre l'hypothèse qu'il s'agit d'un extraterrestre. C'est comme ça que ça marche l'anatomie comparée. L'anatomie comparée, on se contente pas juste de dire c'est pas humain donc c'est extraterrestre. Donc je vais majoritairement me baser sur des radiographies. Alors pourquoi les radiographies? Bah d'une part parce que je suis plutôt spécialiste du squelette, donc à partir du moment où il y a de la viande ça m'intéresse pas trop, les radiographies ça permet d'enlever la viande, et je vais m'intéresser aux radiographies aussi parce que on m'a reproché qu'il fallait que je regarde le matériel original et pas seulement les photos. Bah en l'occurrence les radiographies de toute façon les gens n'ont rien d'autre, hein, ce sont des photos qui passent au travers du spécimen, on est d'accord, qui passent au travers du squelette, mais ça reste des photos. Donc les gens qui étudient ces spécimens basés sur les radiographies n'ont rien de mieux que les radiographies non plus. Donc voilà, au moins on est sur un pied d'égalité de ce point de vue-là. Alors soyons bien d'accord, je vais mettre quelque chose au point tout de suite. Je ne suis pas contre l'existence d'une vie extraterrestre, j'ai même fait une vidéo consacrée à la possibilité de l'existence d'une vie sur Mars, dans laquelle ma conclusion était que la vie avait au moins existé à un moment sur Mars, et bon bah peut-être que du coup elle existe encore planquée dans un coin, mais là où je conteste, c'est que cette vie pourrait ressembler à l'homme, ou même à quoi que ce soit qui existe sur Terre. Parce que si quelque chose ressemble à ce qui vit sur Terre, ça a quand même beaucoup plus de chances d'être terrien qu'autre chose. La vie sur Terre est basée sur de l'ADN. L'ADN est une molécule extrêmement complexe, dont l'évolution a été extrêmement contingente et extrêmement influencée par le hasard. Il n'est même pas dit que si on rembobinait la vie sur Terre et qu'on la reprenait au début, elle aboutirait au même résultat, et en l'occurrence à l'apparition de l'être humain. L'être humain ne réapparaîtrait peut-être pas si on recommençait la vie sur Terre dans les mêmes conditions. Exactement les mêmes conditions. Maintenant, imaginez qu'on démarre d'un point où la gravité, les climats, les continents ne sont pas les mêmes, sur une autre planète. À votre avis, quelle est la probabilité pour qu'un être humain apparaisse à l'issue de ça? Et quelle est la probabilité pour qu'une molécule qui ressemble même un tant soit peu à l'ADN apparaisse à l'issue de ça? Non, non, non. Si la vie a un point de départ différent, il y a zéro probabilité pour que des milliards d'années d'évolution plus tard, elle aboutisse à un endroit qui soit un tant soit peu proche de ce qui ressemble sur Terre. Donc voilà, ça c'est ce que je conteste. Si ça ressemble à de l'être humain, si ça ressemble même à quoi que ce soit qui existe sur Terre, si ça a une tête, deux bras, deux jambes, la première hypothèse qui doit vous venir à l'esprit, c'est pas l'hypothèse extraterrestre. C'est l'hypothèse, c'est peut-être un truc qui vit sur Terre mais qui est très moche. Et c'est généralement le cas. Mais ça, on va le voir durant la vidéo. Et c'est pour ça que l'anatomie comparée va être importante, et c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo l'anatomie comparée pour les nuls. Et à l'occasion, bah moi ça me permet de vous faire un petit cours d'anatomie comparée, ce que j'aime beaucoup faire. C'est avec des cas un peu marrants, un petit peu qui sortent du commun, voilà. Plutôt que de vous montrer des squelettes de trucs, voilà, comme ça, qui sont inintéressants, bah là je vous montre
des squelettes qui sont très intéressants puisque les gens pensent qu'il ne s'agit pas d'êtres humains mais d'êtres qui viennent d'une autre planète. Sans plus de discussion, commençons. Alors déjà je vais revenir rapidement sur l'extraterrestre que j'ai traité dans la vidéo précédente parce que je n'ai pas parlé de sa tête. Et voici le crâne de cet extraterrestre. Alors, juste pour faire un petit point épistémologique, je me fous de qui a fait cette découverte. D'ailleurs, à travers toute la vidéo que vous allez voir maintenant, je me fous des gens qui ont fait ces découvertes, je me fous de qui les a rendues publiques, je me fous complètement à qui la faute. Honnêtement, et je me fiche aussi de leur motivation. Je sais pas s'ils ont fait ça pour la gloire, pour la science, pour le pognon, je m'en fous. Moi, tout ce que je constate, c'est le spécimen. Je me fiche de l'autorité des gens qui ont fait ça. S'ils sont très sérieux, bah dommage. Enfin, s'ils sont très sérieux et qu'ils ont fait une découverte qui n'est pas une réelle découverte, bah c'est tant pis pour eux. Et s'ils sont pas sérieux et qu'ils ont fait une découverte qui est très importante, et bah c'est tant mieux pour eux. Voilà. Donc, ce spécimen. Alors, j'avais pas parlé du crâne dans la dernière vidéo parce que tout simplement, c'est l'exemple classique, voilà, d'un crâne qui ressemble pas à un crâne humain parce qu'il a la boîte crânienne un petit peu oblongue, un petit peu ovale en vue latérale, comme on peut le voir sur cette radiographie. Mais bon, c'est quand même pas un truc qui se rencontre jamais sur Terre, quoi. Je veux dire, il y a des gens sur Terre qui ont des crânes de forme oblongue parce que culturellement, ils attachent, en fait, c'est un geste culturel, ils attachent une genre de bande autour du crâne des bébés quand le crâne n'est pas encore ossifié. Et puis bah du coup pendant la croissance le crâne va prendre une forme qui va être plus oblongue que normale. Et il y a des gens qui trouvent ça très beau. Trouver un crâne qui ressemble à un crâne humain mais qui est de forme oblongue, ça fait pas de ce crâne un crâne extraterrestre. En tout cas si on a un minimum d'honnêteté intellectuelle, on ne peut pas conclure à un crâne extraterrestre juste en regardant ce caractère-là. Mais en l'occurrence cette momie elle a d'autres caractéristiques qui sont bizarres et notamment le nombre de doigts. Et il ne s'agit pas de la seule. Et ça aussi c'est un argument important en la faveur de l'existence de ces extraterrestres, c'est qu'on a trouvé beaucoup de spécimens. Donc là, je vous ai mis à gauche le spécimen dont je parlais dans la dernière vidéo, et je vous ai mis à droite un des nombreux exemples de spécimens qui ont été retrouvés et qui ont 3 doigts. 3 doigts très très longs. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment sur Terre, bon, à part chez le paresseux. Le paresseux a 3 doigts, a 3 très longs doigts, mais là, en l'occurrence, on n'est pas du tout face à une anatomie qui ressemble ni de près ni de loin à celle des mains du paresseux à 3 doigts. Donc, là je suis d'accord, il y a une bizarrerie, il y a quelque chose qui ne s'explique pas facilement. Alors, voici l'ostéologie d'une main humaine. Vous avez les phalanges, donc qui forment les doigts, la partie mobile de la main, et vous avez ce qu'on appelle les métacarpes, qui sont les très longs os que vous voyez en bas de la main, et qui forment la paume de la main, donc la partie un petit peu moins mobile. Et après, vous avez l'articulation du poignet indiquée par cette grosse flèche. Les métacarpes, ce sont les os. Sur l'image, ils sont reliés vers le bas au poignet et vers le haut aux phalanges. Et ce sont des os qui sont caractéristiquement plus longs que les phalanges. Donc ça, c'est une main humaine. Et voici maintenant la main extraterrestre. Donc on reconnaît les 3 doigts très très longs, mais surtout ce qu'on reconnaît, eh bien, c'est une anatomie qui nous est très familière, à savoir des phalanges, des métacarpes et un poignet en bas. Et je suis un infâme menteur, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'une main extraterrestre, en réalité il s'agit d'une main humaine, sur laquelle on a juste découpé 2 doigts, le petit doigt et le pouce, et surtout on a découpé la peau entre les métacarpes, afin que les métacarpes ressemblent à des phalanges, afin de donner l'impression que les doigts sont plus longs. Mais on reconnaît toujours que ce sont des métacarpes, pourquoi ? Parce qu'ils sont articulés au poignet, et qu'ils sont articulés à des phalanges plus petites vers le haut. Alors maintenant, regardez ces extraterrestres, qu'est-ce qu'on constate ? À gauche, ce sont des pieds, donc on parle pas de métacarpes mais de métatarses, mais on constate la même chose. On a des phalanges, on a des longs os à la base qui sont les métatarses, et qui sont eux-mêmes articulés, non pas aux os du poignet, indiqués par cette grosse flèche, mais aux os de la cheville. Et sur celle de droite, eh bien qu'est-ce qu'on constate ? Des petites phalanges, de longs métacarpes, et pareil, les os du poignet. Donc en réalité, ce qu'on a face à nous, ça a quand même plus de chances d'être des mains et des pieds humains qui ont été mutilés, dont on a enlevé les pouces et les petits doigts, plutôt que d'authentiques mains extraterrestres. Alors celle de gauche, c'est certainement un humain. Celle de droite, il n'y a pas d'échelle, donc je sais pas quelle taille fait ce spécimen, mais les doigts ressemblent pas, enfin les phalanges ressemblent pas à des phalanges humaines, il y a des grosses griffes à la fin, donc c'est peut-être une main de chat qu'ils ont pris. Donc voilà, ils ont certainement mutilé un cadavre de chat pour faire ça. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a rien qu'on ne puisse pas expliquer avec des choses qui sont sur Terre. Donc honnêtement, je ne peux pas conclure que ces choses face à moi sont des extraterrestres. Donc si on fait preuve d'honnêteté intellectuelle, eh ben je suis désolé, mais tout ça, c'est bullshit. Voilà. Bullshit! Bullshit!
Le cas suivant, c'est la créature de Metapec, donc encore une sorte de momie bizarroïde qui a été découverte en Amérique du Sud. De toute façon, la plupart des choses que je vais vous montrer viennent ou d'Amérique du Sud ou de Sibérie, puisque ce sont des milieux de momification extrêmement faciles. En Sibérie, on obtient facilement des momies parce que les cadavres gèlent naturellement dans la glace. Voilà. Le processus de momification n'applique pas forcément une activité humaine. Il y a des momifications qui sont complètement naturelles, donc la glace est un facteur de momification, mais la sécheresse, et notamment le désert d'Atacama qui est un des plus secs au monde, la sécheresse induit aussi la momification, c'est-à-dire qu'en gros le corps sèche tellement vite qu'il n'a même pas le temps de pourrir. En Sibérie, c'est le froid qui empêche de pourrir, et en Amérique du Sud, c'est plutôt la sécheresse qui empêche de pourrir. Donc, il n'y a pas forcément d'activité humaine dans un processus de momification. La momification, ça peut être aussi naturel. Donc là, on aurait une momie, plus ou moins naturelle, d'un être qui a un crâne quand même vachement bizarre, avec de gros yeux, avec un gros cerveau, avec des dents qui foutent les jetons. Donc on est en droit légitimement de se dire que quand même ce truc-là, ça a pas l'air humain, quoi. Ça a l'air franchement de quelque chose, d'un monstre qu'on ne connaît pas chez nous. Et puis ensuite on peut regarder les dents. On voit qu'il y a une canine là au milieu de la mâchoire, et puis il y a des incisives à l'avant et des molaires à l'arrière. Et ça, c'est quand même plutôt caractéristique des mammifères. C'est-à-dire sur Terre, il n'y a que les mammifères qui ont une canine, des incisives à l'avant et des molaires à l'arrière. Molaires et prémolaires à l'arrière. Donc là, a priori, moi, quand je vois ça, on me montre ça, je me dis bon ok, c'est moche, ça a pris cher dans sa face, mais ça a encore une dentition de mammifère, donc il est possible que ce soit un mammifère aussi. Ok, parmi les mammifères, je regarde les incisives. 2 incisives par demi-mâchoire, donc ici indiquées par les flèches. Quelle catégorie de mammifères a 2 incisives par demi-mâchoire? Ce sont les primates, et uniquement les primates. Donc on serait face éventuellement à un petit singe, d'après cette image. Et quand on connaît les mammifères, eh bien on sait que parmi les mammifères, ceux qui ont le cerveau le plus gros, la boîte crânienne la plus volumineuse, eh bien ce sont les primates. Tous les primates ont un cerveau qui est globalement plus gros que celui des autres mammifères, donc ça collerait plutôt bien avec la taille de cette boîte crânienne. Et en l'occurrence, quels sont les primates les plus nombreux en Amérique du Sud? Eh bien ce sont les marmousets. Donc voici le crâne d'un marmouset qui apparaît à la droite. Vous voyez les 2 incisives, indiquées par des flèches, canines, les molaires derrière, et vous voyez la taille de la boîte crânienne. Donc vous voyez la boîte crânienne de forme oblongue qui correspond très bien à celle de la créature de Metapec. Et les yeux sont très très gros, et vous voyez que sur la créature de Metapec, les yeux aussi sont très très gros. Et alors, il y a des petites différences quand même, il y a pas mal de petites différences. Là en particulier où la créature de Metapec diffère un peu du marmouset, c'est le nombre de dents après la canine. Donc vous pouvez voir que sur la photo de droite, qu'il y a beaucoup plus de prémolaires et de molaires chez le marmouset qu'il n'y en a chez la créature de Metapec. Chez la créature de Metapec, il n'y en a que 3. Et du coup ça s'explique relativement simplement par le fait que la créature de Metapec pourrait être une sorte de petit primate sud-américain juvénile. Alors je garantis pas que ce soit un marmouset, mais il pourrait s'agir d'un petit primate juvénile, et du coup toutes ses dents ne seraient pas sorties. Et on sait que les juvéniles ont globalement une boîte crânienne et des yeux qui sont globalement plus gros, proportionnellement au reste du crâne, que chez les adultes. Donc ce qui augmenterait un peu cet effet alien, c'est-à-dire la taille de ses orbites et la taille du crâne par rapport au reste du corps. Tout semble pointer vers la direction d'une espèce de momie très mal préservée de marmouset ou d'un autre primate sud-américain, voilà, dont les oreilles auraient été abîmées, enfin bref, la partie charnue aurait salement pris, mais la partie osseuse, en tout cas, correspond assez bien à la description qu'on pourrait faire d'un jeune primate sud-américain. Et quand on regarde le corps tout entier de ce monstre, de cette créature de Metapec, que voit-on? On voit un pouce opposable, flèche du haut, et on voit une queue musculeuse, flèche du bas, 2 caractéristiques que l'on retrouve chez les primates sud-américains, à savoir le pouce opposable qui est une caractéristique de tous les primates, et la queue musculeuse qui permet de se suspendre aux branches, et qui est aussi caractéristique de nombreux primates sud-américains. Donc, a priori, il n'y a aucune raison de penser que la créature de Metapec est autre chose qu'un petit singe. Et pour les plus sceptiques qui penseraient que ceci n'est pas un petit singe et que non, en fait je dis des conneries et puis j'ai pas de preuves et tralali et tralala, sachez que la créature de Metapec a fait l'objet d'une analyse ADN et que cette analyse ADN a formellement identifié cet animal comme étant, justement, un marmouset. Donc voilà la puissance de l'anatomie comparée, quand on se contente pas de dire que c'est juste différent de ce que je connais, et qu'on commence un petit peu à regarder notamment l'anatomie dentaire,
eh bien on constate qu'il y a une explication qui est beaucoup plus simple que celle d'une explication extraterrestre. Alors après, voici deux nouveaux spécimens, et là j'ai été un peu plus embêté. J'ai été un peu plus embêté avec ces deux spécimens-là, parce que là on est face à deux crânes avec il y a un peu de viande dessus, mais on sait pas trop si c'est de la viande, c'est un peu de la viande séchée, quoi. Donc c'est de la momification apparemment. Mais ces petits crânes, ils ont un très gros cerveau, ils ont de très gros yeux, donc on pourrait dire, ouais, ça aussi c'est du marmousé. Mais le problème c'est qu'ils ont cette petite crête sur le dessus de la tête, et cette petite crête sur le dessus de la tête, qui s'appelle la crête sagittale, n'est pas présente chez les primates. Direction les radiographies. Alors voici la radiographie de l'un de ces crânes. Alors déjà sur cette radio, ce qui m'a choqué en premier, c'est l'absence totale de dents. Donc vous voyez là, la face est sur le côté droit là, et j'ai encerclé la partie où on devrait trouver les dents, et on voit rien du tout. Et les dents, c'est quand même le truc qui ressort le plus d'habitude sur les radiographies. Et en fait, ce qui choque aussi, c'est que y a pas de dents, mais il n'y a pas d'os non plus autour de la bouche. C'est-à-dire qu'on a une bouche qui est complètement entourée par du tissu mou, il n'y a aucun os à l'intérieur de la bouche, alors que normalement on devrait voir les os du nez, on devrait voir les os des mâchoires, on devrait voir la mandibule. Bref, il y a un truc bizarre, il se passe rien là au niveau de cette mâchoire, et ça c'est pas normal. Et du coup je me suis dit, je vais comparer ça à un crâne de chat en radiographie. Et quand on compare à un crâne de chat, donc déjà vous pouvez constater que les dents ressortent très bien sur le crâne de chat, mais du coup, si on veut obtenir un résultat qui est similaire à ce qu'on a sur la gauche, eh bien il faut retirer la face du chat, parce que sur notre spécimen, il n'y a pas d'os dans la face. Alors retirons la face du chat, voilà, on retire la partie qui correspond au visage, et là qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien on constate que le chat et le petit crâne dont on ne savait pas expliquer l'origine contiennent un cerveau, un cervelet et une bulle tympanique qu'on arrive à voir en transparence. On peut reconnaître les structures à l'intérieur, cerveau, cervelet et bulle tympanique. Et surtout, ce qu'on arrive à reconnaître, c'est une petite crête osseuse qu'on voit sur la radiographie qui s'appelle le tentorium. Le tentorium, c'est une sorte de crête qui sépare le cerveau du cervelet dans le crâne des carnivores, des chats, des chiens aussi, et qui est réellement mais complètement typique des mammifères carnivores. On la retrouve quasiment jamais chez aucun autre groupe de mammifères ou d'animaux en général. Et là, en l'occurrence, eh bien, si vous regardez sur la gauche, les petits crânes avec une crête sagittale, les petits crânes curieux qu'on a vus tout à l'heure, eh bien, ils ont une crête tentorienne, donc ils ont un tentorium qui sépare leur cervelet et leur cerveau. Donc a priori, on a de bonnes raisons de croire qu'il pourrait s'agir d'un chat. Et en l'occurrence, les chats ont une crête sagittale, donc c'est bullshit. Bullshit! Bullshit! Une fois de plus, ces petits crânes, ils ont tout l'air d'être des crânes de chat, dans lesquels on a cassé l'avant de la face, et on a sculpté, à la place du visage de chat, eh bien on a sculpté en, je sais pas, une sorte de patte, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y a pas d'os en dessous, donc on a sculpté des mâchoires et un visage, on a sculpté un visage par-dessus un crâne de chat, qu'on a cassé. Donc cas suivant, et qui m'a donné du fil à retordre aussi, c'est quelque chose qui est très curieux, parce qu'en fait ça a été identifié comme une fée, ça a aussi été identifié comme un démon. Alors si c'est une fée momifiée, j'imagine qu'une fée momifiée peut ressembler aussi à un petit démon. C'est vraiment un tout petit truc, hein. Vous voyez la taille des mains par rapport à la taille du spécimen. Donc c'est vraiment quelque chose de très curieux, ça a des petites oreilles pointues. Donc c'est vraiment quelque chose qui a l'air extrêmement bizarre. Et là où c'est encore plus bizarre, c'est qu'il y a des analyses ADN qui ont été faites dessus, et que ces analyses ADN ont montré, contrairement à notre marmousé de tout à l'heure, que dans ce cas-là, il ne s'agissait pas d'un animal, mais qu'il s'agissait d'un être humain. Donc les analyses ADN disent que l'ADN est à 98% de l'ADN humain. Bon, que conclure de ça? Certainement qu'il y a des gros doigts tout sales qui ont contaminé le spécimen, parce que je veux dire, sans remettre en question l'authenticité du spécimen, sans remettre en question quoi que ce soit, la meilleure chance qu'on ait pour qu'une analyse ADN d'un objet archéologique comme ça, ou d'une momie, donne un résultat qui est 100% humain, ou 98% humain, alors que la chose en question n'a pas du tout l'air humaine, c'est une contamination. Donc en gros, il y a des gros doigts tout sales qui ont trop tripoté la bestiole, et puis quand ils ont pris l'échantillon de la bestiole, et bah du coup ils ont séquencé l'ADN des humains qui ont tripoté la bestiole, et pas la bestiole elle-même. Donc là, je pense qu'il y a eu sérieusement contamination. Mais alors du coup, quelle est cette créature si l'ADN n'a pas donné de résultat, si on n'arrive pas à extraire d'ADN dessus, et qu'il y a tellement pas d'ADN dessus qu'on arrive mieux à extraire l'ADN des gens qui la tripotent que l'ADN de la bestiole elle-même? Eh bien, encore une fois, on fait des radiographies. Alors déjà, première surprise, cette chose a un véritable squelette. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas précisé jusqu'à présent, mais jusque là, on est quand même face à des cas
ou quand on fait la radiographie, on découvre pas qu'il s'agit juste d'un assemblage de n'importe quoi. Il y a un vrai squelette en dessous. On constate déjà que les doigts, donc ce qu'on a pris pour les doigts, en fait, ce sont pas réellement des doigts. C'est l'extrémité du radius et de l'ulna qui a été pété, et qui est aussi un peu rassemblé avec les os du poignet pour former une sorte de crochet qui ressemble de l'extérieur à des doigts, mais qui de l'intérieur n'a rien à voir avec des doigts. Donc déjà, première constatation, il n'y a pas de doigts sur ce squelette. Ce qu'on prend pour les doigts, en réalité, c'est une association des os du poignet plus fracture de l'avant-bras. Alors maintenant, penchons-nous sur le crâne. Alors on voit déjà que ce crâne a des dents, contrairement au petit chat de tout à l'heure. Ce crâne a des dents, donc a priori il n'a pas été trop altéré. Et là où je vois quelque chose qui m'évoque une anatomie que je connais déjà, eh bien c'est les grandes dents, le crâne qui est extrêmement globuleux, et le prognatisme, c'est-à-dire la mandibule inférieure qui vient à l'avant de la mâchoire supérieure. Donc la mandibule est plus longue que la mâchoire supérieure. Et ça, donc ce prognatisme, eh bien c'est quelque chose qu'on retrouve chez les chiroptères, donc chez les chauves-souris. Donc à gauche, vous avez le crâne d'une chauve-souris vampire sud-américaine, et vous pouvez voir donc le prognatisme sur cette chauve-souris vampire, et la grosse dent du dessus, cette grosse dent du dessus qu'on retrouve aussi sur le spécimen de démon / fée / être humain. Et surtout, on retrouve eh bien la forme globuleuse du crâne. Alors après, il y a des différences, parce que là, j'ai pris une chauve-souris vampire et que je suis pas sûr du tout que ce crâne soit le crâne d'une chauve-souris vampire sur la radio de droite. C'est probablement autre chose, et je suis pas sûr d'ailleurs que le crâne n'ait pas été modifié là. Mais par contre, ce dont je suis sûr, c'est que les chauves-souris sont caractérisées par une chose très importante, et c'est leur oreille. Les chauves-souris sont des êtres qui pratiquent l'écholocation et qui du coup ont une oreille qui est extrêmement grosse et extrêmement modifiée. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette radiographie ? Une oreille interne extrêmement grosse et extrêmement modifiée. Donc, il n'y a pas de doute, on est bel et bien face ici à un chiroptère. Alors maintenant, comment ce chiroptère s'est retrouvé avec les ailes dans le dos au lieu de les avoir au bout des mains ? Bien regardez l'aile d'un chiroptère en radiographie. Donc l'aile d'un chiroptère, c'est un bras normal, avec une main normale au bout, sauf que cette main, elle a les doigts super longs. Et c'est la peau tendue sur ces doigts super longs qui va créer l'aile. Alors déjà, comparons le bras du chiroptère, l'avant-bras du chiroptère avec l'avant-bras de cette bestiole, là, de la fée, et on voit qu'ils ont la même longueur, une longueur très similaire comparée au corps, et la même courbure. Vous voyez cette petite coudée qu'il y a au milieu, et qui est très typique des chiroptères, et qui aide justement à cette forme de l'aile qui est si typique des chiroptères. Donc l'avant-bras a une forme qui est très similaire à celle d'un avant-bras de chiroptère. Et surtout, rappelez-vous, on avait dit tout à l'heure que en fait, il n'y avait pas de doigts, que les doigts avaient été enlevés, et que tout ce qu'on avait, eh bien, c'était les os du poignet associés avec une fracture de l'avant-bras. Et bien là, regardez, si vous coupez les doigts de la chauve-souris et que vous les lui collez dans le dos, bah ça vous donne votre fée. Voilà. On peut même regarder ici, regardez l'articulation des différentes phalanges de la chauve-souris, on la retrouve sur les ailes de la petite fée. Donc en l'occurrence, comme on le disait tout à l'heure, soit il y a eu contamination de l'ADN, soit il y a un être humain qui a violé une chauve-souris. Mais quoi qu'il arrive, ceci n'est pas une fée. Ceci est juste une chauve-souris qui a été très habilement modifiée, enfin très habilement, vu de l'extérieur, parce que vu de l'intérieur, de toute façon, ça transparaît complètement que les ailes sont en fait des phalanges qui ont été collées sur le dos de cet animal. Et puis bah du coup ça explique aussi son visage, donc son nez tout écrasé, ses oreilles pointues, bah ça c'est des choses qu'on retrouve classiquement chez les chauves-souris. Tapez chauve-souris dans Google et vous verrez la tronche que ça a, une chauve-souris, c'est assez effrayant. Cas suivant. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien on a un squelette qui, si les gens qui croient que ceci est réellement un squelette, enfin, ces gens doivent réellement aller se faire soigner. Je suis désolé, je peux rien faire pour vous. Si vous croyez qu'un squelette peut ressembler à ça, il y a réellement un problème médical, certainement un problème d'addiction. Addiction au bullshit sur Internet, addiction à la drogue, mais non, jamais de la vie un squelette ça ressemble à ça. Jamais. Donc ici, on est face à un assemblage extrêmement malhabile d'os complètement random. J'attire votre attention sur la colonne vertébrale qui n'est même pas faite de vertèbres. Et je vais surtout attirer votre attention sur le crâne, puisque comme nous en étions aux chauves-souris, eh bien on reconnaît une fois de plus la forme globuleuse, le prognatisme et l'oreille interne très grande, très modifiée d'une chauve-souris. Donc la tête est effectivement une véritable tête, mais c'est une tête de chauve-souris, et le reste du squelette c'est des os, je sais même pas si c'est des os, c'est des trucs, c'est un assemblage complètement aléatoire de n'importe quoi, collés les uns aux autres pour ressembler vaguement à un squelette. J'ai pas grand chose de plus à dire sur un cas comme ça, de même que pour le cas suivant.
Donc le cas suivant, à gauche, vous avez soi-disant un extraterrestre, donc encore une fois un squelette complètement n'importe quoi. Donc à gauche, vous auriez un extraterrestre avec des œufs dans le ventre, et à droite, eh bien, je vous compare ce que ça donne un vrai animal, ici un caméléon, avec des vrais œufs dans le ventre. Donc vous voyez que les œufs sont en surbrillance, oui, mais ils sont pas complètement opaques. Un œuf, c'est globalement creux. Il y a quelque chose à l'intérieur. Là, sur la gauche, on n'est pas face à des œufs, on est face à des cailloux. Donc non, ce sont pas des œufs, ce sont juste des cailloux qui ont été placés là. Donc là, pour le coup, au moins la colonne vertébrale, on peut voir derrière, est une vraie colonne vertébrale, mais on voit surtout que les côtes ont été découpées. Il n'y a pas de doute sur le fait que ce spécimen est un faux. Donc voilà, juste des cailloux. Ciao. Cas suivant. Et là, on touche vraiment le fond, mais vraiment le fond du fond. Est-ce que ça ressemble à des os pour vous? Non, non, jamais de la vie, non. Jamais de la vie, ça, ce sont des os. Ça, c'est des bouts de bâton, ça. Merci d'avoir essayé, mais non, vous ne me convaincrez pas avec des choses comme ça. Et ça, ce qu'on essaye de faire passer pour un coup, en réalité, c'est une phalange. Je sais pas à qui ils l'ont piqué, je sais pas à quoi ils l'ont piqué, mais il n'y a aucun doute sur le fait que ça, c'est une phalange. Donc non, on est face encore une fois à un assemblage malhabile de tout et de n'importe quoi, et alors là, ils ne se donnent même pas la peine d'utiliser des vrais os. Là, ils utilisent des allumettes, quoi. Donc je suis désolé, mais ma réaction, c'est LOL. Encore un autre spécimen, avec alors un crâne qui est tellement surbrillant que de toute façon je peux pas vous dire ce que c'est certainement une pierre. Et encore une fois des choses qu'on essaie de nous faire passer pour des ovaires qui sont aussi certainement des cailloux, mais surtout j'attire votre attention sur les côtes. Cette chose n'a que 3 paires de côtes, pourquoi pas, et la colonne vertébrale de cette chose. Ceci n'est pas une colonne vertébrale. Dans aucune dimension de l'existence, il n'existe de colonne vertébrale qui est cette tronche-là. Ce n'est pas une colonne vertébrale, ça c'est juste 2 os qui ont été cassés et mis l'un à côté de l'autre, enfin, ça ne ressemble même pas à un squelette. Et encore une fois, je le dis, si vous pensez que des choses comme ça sont de véritables squelettes, faut vraiment vous faire soigner. Je veux dire, l'éducation ne peut plus rien pour vous, le système éducatif français ne peut plus rien pour vous, je suis désolé. Alors, attaquons maintenant les aliens de Sibérie. Là, on a fait un peu le tour de tout ce qui était en Amérique du Sud, maintenant la Sibérie. Ceci est-il un alien? Non. Quand on le compare à un crâne de renard, eh bien, cela saute aux yeux qu'il ne s'agit absolument pas d'un extraterrestre, mais bel et bien d'un petit renard de chez nous. Alors après, je sais pas quelle espèce, mais voilà, c'est un truc qui est relativement proche du renard. Il y a des petites différences, hein, je dis pas. Il y a des petites différences, mais globalement, c'est un canidé qui a été pris dans la glace. Et puis encore un qui a été découvert en Sibérie, et qui a vraiment une sale tronche. Là, pour le coup, il a vraiment une sale tronche, et je dois avouer que je n'ai aucune idée de ce dont il pourrait s'agir. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que ça ressemble beaucoup à la texture d'une peau de poulet. Une belle grosse peau de poulet. Donc, je sais pas ce que c'est, mais ce qui est certain, c'est que les extraterrestres ne s'enveloppent pas dans de la peau de poulet pour se tenir chaud. Donc, a priori, je dirais que c'est un faux. Voilà, cette vidéo se termine, et que conclure de tout ça? Eh bien, c'est que soit il n'y a aucun extraterrestre dans le lot, soit tous ces extraterrestres ressemblent vachement à des trucs qu'on trouve sur Terre. Et je vous invite à revoir la vidéo et à essayer de comparer un peu la diversité morphologique de ces extraterrestres, juste pour que vous constatiez à quel point, si les extraterrestres existent, en tout cas ils nous ont envoyé un gros paquet de leur biodiversité dans la tronche. Et pour terminer cette conclusion, eh bien je soulignerai surtout la puissance de l'anatomie comparée qui vous permet d'identifier de vrais faux extraterrestres sans avoir à attendre que les gens vous demandent du pognon pour faire des analyses génétiques ou bien pour aller se dorer la pilule au soleil. L'anatomie comparée suffit largement à démêler le vrai du faux dans toutes ces situations. Donc la prochaine fois qu'on vous demande de la thune, soi-disant pour faire des analyses génétiques sur des spécimens qui seraient révolutionnaires pour l'exobiologie, prenez le temps de comparer les spécimens en question avec des choses qui existent sur Terre. Et seulement après, vous réfléchissez à savoir si ça vaut vraiment le coup de faire une analyse génétique. Parce que là, dans tout ce que je vous ai montré, il n'y a pas besoin. Tout est largement identifiable juste avec de l'anatomie comparée. Merci à tous et à très bientôt.